Je souhaite revenir ici sur l'accord Trump-von der Leyen qui a été conclu il y a de cela quelques jours et il m'apparaît d'autant plus nécessaire d'y revenir qu'outre l'accord en lui-même, les réactions auxquelles il donne lieu sont particulièrement édifiantes car pleinement révélatrices de ce qui est en jeu. L'Union européenne vient donc de conclure un accord commercial avec les États-Unis. Et on le vend, cet accord, aux opinions, comme un compromis pragmatique, destiné à éviter une guerre commerciale. En réalité, c'est une capitulation en bonne et due forme, un acte de soumission, et la France en paiera le prix fort. Cet accord conclu entre Donald Trump et Ursula von der Leyen entérine des droits de douane américains de 15% sur une large part des exportations européennes vers les États-Unis, quand, dans le même temps, l'accès des produits américains au marché européen reste largement libre. Trump, redoutable négociateur, n'étant manifestement inspiré que par la défense des intérêts nationaux états-uniens, devrait-on d'ailleurs lui en faire le grief? Nos dirigeants feraient bien le contraire de prendre exemple. Trump, donc, avait tout d'abord fait peser la menace de porter ses droits de douane à hauteur de 30%, stratégie de négociation. L'Union européenne a alors eu beau jeu de prétendre que ces 15% constituaient un accord acceptable. C'est en réalité, bien évidemment, tout le contraire. Cet accord, je le redis, constitue l'expression parfaitement claire de l'Europe impuissance quand l'une des fables par laquelle la propagande européiste a de longue date prétendu rendre acceptable la dépossession pour les nations de leur souveraineté au profit de l'Union consistait à expliquer quel était le seul moyen pour peser face aux États-Unis. Qui peut être encore dupe du mythe d'une Europe puissance? S'agissant de ce qui nous importe le plus, à savoir nos intérêts nationaux, il est clair que l'accord aura tout fait de se révéler désastreux, notamment pour ce qu'il reste de notre industrie. Et je ne peux à ce propos m'empêcher de repenser aux déclarations tonitruantes d'un Macron qui osait affirmer il y a à peine quelques mois qu'il procédait à la réindustrialisation de la France. Tout au contraire, l'un des secteurs qui pâtira le plus de ce funeste accord, c'est celui de notre industrie automobile. Nos constructeurs déjà affaiblis par une concurrence mondiale féroce et une politique européenne aberrante de transition escrologique voient leur compétitivité étranglée. Les exportations deviennent plus chères, moins attractives, donc moins rentables, ce qui ne pourra qu'entraîner une baisse de la production, encore plus de délocalisation et inévitablement de nombreuses destructions d'emplois. D'autres secteurs stratégiques, comme le luxe, les vins et spiritueux ou l'agroalimentaire, la liste serait longue, vont se trouver eux aussi grandement fragilisés. Mais le plus édifiant, le plus explicitement révélateur de ce que la plus grande part de la classe politique, loin de permettre de trouver des solutions, fait en réalité partie du problème, c'est qu'elle feint, cette classe politique, de s'émouvoir, comme si elle découvrait subitement l'eau tiède. Plusieurs membres de cette caste montent aujourd'hui au créneau, dénoncent un accord déséquilibré, parlent de jours sombres, de trahison. Tout ce beau monde fait mine de découvrir, à la faveur de cet accord commercial, que l'Union européenne non seulement ne défend pas nos intérêts nationaux, mais va totalement à leur encontre. Faut-il rappeler qu'en matière commerciale, les États membres de l'Union européenne n'ont tout simplement pas la main. L'article 3 du TFUE fait du commerce international une compétence exclusive de l'Union européenne. Cela signifie que seule la Commission européenne, en l'occurrence Ursula von der Leyen, est habilitée à négocier et conclure des accords commerciaux. Les États membres, eux, n'ayant d'autre choix que de consentir et de subir. La France se retrouve donc condamnée à subir cet accord qui est catastrophique pour ses intérêts. Mais la situation se présente comme d'une gravité suffisante pour que l'opinion, généralement très ignorante du fonctionnement infernal de l'Union européenne,
découvre à cette occasion qu'un accord peut se signer à Bruxelles, dans son dos, sans qu'aucun ministre, aucun député, aucun citoyen n'ait son mot à dire. Même quand cet accord se révèle donc en tout point contraire à nos intérêts et menace directement nos emplois, nos entreprises, notre industrie. Alors il y aura bien, certes, une ratification par le Conseil de l'Union européenne, mais soyons honnêtes. Dans les faits, c'est une formalité, les jeux sont faits, et tous ceux qui, à Paris, se réveillent aujourd'hui avec des trémolos dans la voix sont les mêmes qui, hier encore, vantaient les vertus de cette Europe post- et supranationale. Ce n'est pas une anomalie, ni un accident de parcours. C'est la conséquence logique, rigoureuse, implacable du système européiste tel qu'il est conçu et institué. Et pendant que les Français voient leur avenir industriel menacé, que fait la classe politique française? Elle dépose une résolution à l'Assemblée nationale, une résolution symbolique, signée par Emmanuel Morel et une poignée de députés. Ces députés chercheraient-ils à se dédouaner, sans jeu de mots, d'un système qu'ils ont toujours peu ou prou crédité? Dans cette démarche, le ridicule le dispute au dérisoire. Cette résolution, n'ayant aucune force contraignante, c'est un vœu pieux, un texte sans portée ni effet. Le gouvernement peut l'ignorer, il peut même déclarer irrecevable cette résolution avant même qu'elle ne soit examinée. Le plus grave, c'est que personne, dans ce petit jeu, ne remet en cause le fond du problème. L'Union européenne a la main sur le commerce. C'est dans les traités. C'est juridiquement verrouillé. La France n'a plus le droit de décider pour et par elle-même. Et ces députés-là protestent contre les effets, mais nullement contre les causes. Ils s'en prennent en quelque sorte au thermomètre, mais ils détournent les yeux de la maladie. Jamais ils ne désigneront l'impératif fondamental que constitue la restauration de la souveraineté nationale. Pas plus que ne le feront, ni ne le font jamais, les syndicats qui, à n'en pas douter, fomenteront à la rentrée une mobilisation populaire contre l'accord. Ces politiques, ces syndicalistes, font mine de se battre, mais ils ont déjà accepté notre impuissance et notre soumission, qui, à tous les coups, nous condamne à perdre. Eh bien, vous me permettrez, à contrario de ces idiots utiles ou de ces complices, de tirer de la situation les conséquences qui s'imposent concernant l'impuissance organisée de la France au sein du système européiste, lequel, je le répète, non seulement ne la protège jamais, mais plus encore la livre pieds et mains liés aux pires catastrophes économiques et sociales. Il est d'abord impératif de rompre avec l'illusion européiste. Cessez de croire que cette Union européenne, par je ne sais quel miracle technocratique ou prodige supranational, finirait un jour par défendre nos intérêts. Elle ne le fera jamais, tout simplement parce qu'elle n'est pas conçue pour cela. Ensuite, cela implique un changement radical de cap. Il ne suffit plus de protester mollement dans les couloirs de Bruxelles, d'entonner à chaque nouvelle élection européenne le sempiternel refrain « on va changer l'Europe » de l'intérieur, ce qui n'a jamais eu lieu et demeure statutairement impossible. Il est impératif, au contraire, d'assumer un projet politique clair, celui de la restauration de la souveraineté nationale. Et cela passera tôt ou tard, et mieux vaudra tôt que tard, par notre sortie de l'Union européenne. Enfin, cela commande un réveil citoyen. Ce n'est pas à Bruxelles que tout se joue. C'est ici, chez nous, dans les urnes, dans la rue, dans les idées. Il est temps que le peuple français reprenne conscience de sa puissance, de ce qu'il est le seul souverain, et que la première expression de sa souveraineté est le bulletin de vote. Nous le disons depuis maintenant des années, la vraie fracture politique se situe aujourd'hui entre ceux qui acceptent d'être dirigés par des instances supranationales telles l'Union européenne et consentent ainsi
à passer la France par profits et pertes, et ceux qui veulent que la France décide à nouveau de son destin au nom des intérêts fondamentaux, inaliénables et supérieurs de son peuple. Mais y a-t-il là réellement un choix à faire? Avons-nous le choix, attendu que l'Union européenne conduit de façon générale des politiques en tout point opposées à nos intérêts nationaux, ceux de notre économie en l'espèce, et donc ceux de nos travailleurs? Avons-nous le choix quand rien de l'intérieur de l'Union européenne ne peut infléchir cette logique infernale? En réalité, nous n'avons d'autre choix que de sortir par le Frexit de cette technostructure non démocratique, de ce carcan étouffant, de cette prison infernale qui porte le nom d'Union européenne.